Alors regardez bien ce Maroc. Regardez bien ce Maroc. Vous savez pourquoi il faut le regarder? Parce que tout ce qui est en rouge, où il y a du rouge et des hachures vertes, sauf les tiretés, tout ce qui est de 1 à 8 sont des endroits où il pleut quand il pleut. Ce sont des zones, c'est la zone où il pleut, ce qui s'appelle subhumide et semi-aride. Et vous éliminez tout de même tout ce qui est montagne, parce qu'il n'y a pas de surface. Il y a de l'eau, mais il n'y a pas de surface. Enfin, il y a des pluies, mais il n'y a pas de surface. Pluie et neige. C'est-à-dire, c'est le réservoir qui alimente en eau les plaines qui sont en dessous. Mais tout ce qui est en petite tireté, tout ce qui est en point, en semis de point, du plus dense au moins dense, c'est la zone aride. C'est la zone aride. On enregistre ça, et à partir de ce moment-là, on se demande ce qui se passe au Maroc dans le domaine des secteurs agricoles. Je ne vous ai pas fait de PowerPoint, plus tard j'en ferai un, puis vous l'aurez. Alors, et j'ai repris une à une les questions de l'exposé des motifs, très scolairement, et on regardera si il y a lieu de les poser au Maroc et de quelle façon éventuellement il faudrait les retoucher ou les garder tels quels. Ouverture de terre, donc c'est pas moi ça, hein, ouverture de terre aux investissements privés de toute taille dans l'esprit d'un partenariat entre public et privé. Tout d'abord, petite parenthèse sur laquelle on est tous d'accord, ce PPP, qui est devenu un slogan, un drapeau, en fait c'est un détournement du PPP, et au Maroc ils lui ont changé son nom très récemment. Je ne me rappelle même pas le nouveau nom, parce qu'il va peut-être changer encore, parce qu'ils se sont tout de même fait taper sur les doigts par les maîtres à penser du PPP, en leur disant c'est pas du PPP que vous faites, c'est de la concession à des personnes d'un privilège. C'est un cadeau que vous faites à des gens. Ce ne sont pas. Alors c'est la différence entre concession et délégation. Oui. Or, le PPP, c'est une délégation à un prestataire de service qui fait le travail à la place de l'État et qui passe un contrat avec l'État pour lui remettre un service tel que demandé. Tandis qu'ici, c'est un cadeau qu'on fait à des gens pour... Quand je dis cadeau, après, ce sera détaillé tout à l'heure. Bon. Mais alors, en principe, alors on va continuer à l'appeler PPP parce que ça exacerbe un peu l'indignation. Et moi, je dirais rien d'indigné, et il n'y aura que le mot PPP qui jouera à ça. Alors, ce PPP, en principe, il a été décidé sur les terres du domaine privé de l'État, sauf les terres forestières, alhamdoulilah. Et encore, vous allez voir, le devenir des terres forestières qui va se passer, personne n'a dit. Mais quand je dis aux gens, ils ne me disent pas « mais non, t'exagères ». C'est un signe. Alors, c'est sur les terres du domaine privé de l'État qui, en grande partie, sont les terres qui ont été récupérées de la colonisation en 1972, avec des péripéties que Anne-Marie a vécues avec moi, parce que tu étais au 3e étage et que vous aviez des illusions sur les terres à récupérer, on en parlera. Mais en fait, depuis déjà les années 90, il y a des dons en location par la tutelle des terres collectives, puisque les terres collectives, ce sont des terres de groupes reconnus comme collectivités par l'État en 1919.
par le juriste, pas par l'État, par le juriste en 1919, et sous tutelle de l'État, la tutelle étant exercée par le ministère de l'Intérieur, par un service, par une direction du ministère de l'Intérieur. Bon, tout le monde connaît, je répète pour qu'on ne dise pas, mais tu n'as pas expliqué de quoi tu parlais. Et depuis les années 90, donc, il y a constitution de grands domaines. C'est tout ce que vous connaissez, reconnaissez et mangez. Myrtille, depuis l'année dernière, mûres de ronces cultivées. Vous avez goûté quel goût de pâte de mûres de ronces elles ont? Myrtille, image de myrtille. Les framboises, c'est pas mal. Elles sont tellement fortes, le goût de la framboise est tellement fort qu'elle a vaincu le petit abri noir et tout. Bon, et donc, qu'est-ce qu'il y a de remarquable du point de vue foncier et pour ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des exploitations agricoles de 300 hectares de myrtilles et un peu de fraises des fois dans le coin là-bas, qui sont constituées auprès de, je ne sais même pas quel est le nombre de personnes, mais khaddam par khaddam, c'est-à-dire 1/10 d'hectare par 1/10 d'hectare avec un loyer de 3000 dirhams. Et j'anticipe déjà, c'est l'occasion, c'est une cause de la poursuite du partage des terres collectifs entre les héritiers, alors que c'est interdit, les terres collectives ne sont indivisibles et inhéritables et tout, mais ils continuent à les partager lors des héritages, comme ça chacun aura putativement sa part du loyer et continuera à être reconnu comme propriétaire. Ça s'appelle ayant droit chez le législateur, mais ça s'appelle propriétaire sur le terrain. Bon, alors, un exemple à l'autre extrême, je connais un monsieur qui s'est constitué à côté de Knetra, donc au nord de Rabat, une petite ferme de 6 hectares auprès de 46 ayants droit. Et puis on va voir tout à l'heure s'il était éligible, s'il n'était pas éligible, et qui aurait été éligible à sa place, et qui sera élu à la fin, à mon avis. Hein. C'est encore mes supputations. Alors, cette privatisation, alors ça c'est vous, cette privatisation d'immenses réserves foncières, légalement détenues par l'État, mais souvent exploitées sous diverses formes par des communautés rurales, n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Là, il y a un télescopage, dans l'exposé des motifs, il y a un télescopage entre détenus par l'État, mais exploités par des communautés rurales. En fait, au Maroc, ce n'est pas comme en Algérie. Le statut des terres collectives est un statut de propriété par un groupe. Et non pas, l'État n'est que la tutelle, le garant, le contrôleur de la bonne marche du fait qu'il n'y a pas d'appropriation privative de terres collectives. Là, je suis chez le juriste. Hein. N'est pas sans conséquence sur l'environnement, c'est une autre affaire, on va en parler encore. Donc, on en parlera, c'est tout ce que j'ai à dire maintenant. Alors, actuellement, on est autour de 7 millions d'hectares de terres melk. Dans les années 70, on était à 5 300 000. Donc le melk a augmenté. Ce qui a le statut melk. Qu'est-ce que c'est melk? C'est entre propriété immatriculée, propriété reconnue de fait, déclarée avec les 12 témoins, avec tant de façons, et qui de plus en plus aujourd'hui sont enregistrés dans des opérations d'immatriculation collective. Alors les gens croient que immatriculation collective, ça veut dire immatriculation pour des collectivités. Non, c'est l'opération qui est collective. Et on enregistre de la propriété individualisée
de terres qui étaient assimilées au collectif, qui étaient sans statut bien connu, bien reconnu. Et cette melkisation est à l'ordre du jour. Ça a été lancé par la Banque mondiale en 1987. Il faut melkiser, ça va apurer, ça va donner un vrai statut. Le collectif est un statut flou et contraignant. On ne peut pas planter le collectif. Bon, je n'insiste pas, sauf si vous me dites « mais non, on ne connaît pas ». Mais vous connaissez mieux que moi, tous, parce que vous travaillez plus en profondeur que moi. Donc, on est passé... Alors, le domanial est passé de 450 000 à 270 000. À quelle occasion et quand? Ça a diminué quand, en fait, il y a eu des achats incontrôlés par... Les achats, ça a été à la veille de l'officialisation de la récupération des terres, achats par des grands citadins qui, avant que les choses soient entérinées, ont pu, au moment où on avait les surfaces à aménager, on peut dire mais non, je l'ai acheté, on me l'a vendu. Ou par des contremaîtres à qui le colon vendait une terre. Mais c'est toujours des ventes assez fictives, hein. Soit à bon marché, soit fictif. Donc le melk a augmenté, le domanial a diminué. Le collectif agricole a augmenté, passé de 1 million à 1,8 million d'hectares. Le collectif pastoral, en principe, il reste ce qu'il est. Mais en réalité, il est grignoté. Par exemple, quand on met 14 000 hectares en zone complètement aride et qu'on les plante en mejoul, qu'on les plante en palmier, on va voir quel est l'intérêt et l'avantage de planter sur des nappes phréatiques que j'assimile à du pluvial, en fait. Quand vous avez une nappe très superficielle, ben c'est du pluvial puisqu'elle dépend des pluies. Donc on cultive une année, on lance, on cultive une année, puis on attend une inondation ou autre pour pouvoir recultiver. Bon. Ces politiques de transfert au profit d'investisseurs privés contribuent à une reconfiguration des structures foncières prévalant dans ces pays. Alors, importance de ces transferts, c'est ce qui est demandé. Cette politique vient rompre un consensus établi depuis la colonisation qui assurait aux communautés rurales le droit d'exploitation des terres collectives, terres tribales. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment l'État autorisait les gens à vivre où ils étaient? En fait, au Maroc, le Maroc a une histoire de mobilité intense depuis des siècles et des millénaires. Des siècles, allez, je ne connais pas les millénaires, tout de même. Bon, ça c'était ce qui se passait avant le XXe siècle. Tout ce qui est en rouge et tout ce qui est en violet, là en bleu, c'était l'agriculture à toutes ces époques. Tout le reste, c'était des routes, c'était des espaces ouverts. Les seuls statuts qui existaient, c'était le statut des habous, des biens religieux, pas religieux seulement, religieux et de succession gelée. Et donc, tout était des terres pastorales. Ça a commencé au milieu et vers la fin du XIXe siècle, quand des Français essentiellement sont venus passer des contrats pour la production de céréales et pour la production de laine avec des Marocains. Et là, il y a eu un début d'arrêt de l'aléa de l'agriculture et de la constitution de domaine. Quel était le statut avant? C'était... bon, allez, on va mettre le Marzen comme le central. On décide de le mettre. Le Marzen, donc le sultan, l'État central, élastique hein, en surface.
avait la propriété éminente, c'est-à-dire le droit éminent de donner la concession de prélever sur la production par des... Bon, il y avait un peu d'esclaves dans les oasis. Il y avait des esclaves dans les oasis. Et il y avait en principe des haraten et des khammas, des paysans associés, des paysans libres. Le droit qu'avait un grand caïd ou le droit qu'avait un privilégié local, régional, c'était de prélever sur leur travail. Mais ce n'était pas une concession de terre, quand on regarde bien. C'était une concession de propriété du produit, de la production des petits paysans locaux, je crois. Hein. Deuxième, le domaine, donc le domaine de l'État. Alors, quels sont les statuts qu'ont créés? Quels sont les statuts? Ça, après, on va l'avoir l'autre. Quels sont les statuts qui ont été créés à partir de 1917-1919? Il y a eu une partie qui a été mise comme terre domaniale. Domaine privé, domaine public, domaine privé forestier, pour protéger la forêt et pour contrôler l'exploitation des arbres, du bois et des terres. Domaine privé de l'État qui n'était pas très important, qui a pris son importance en 1972 lors de la récupération des terres de colonisation. Domaine collectif, à mon avis, le domaine collectif, sa raison d'avoir été créé, c'était d'une part, bien sûr, la paix politique et la paix sociale, ne pas trop secouer, ne pas trop perturber. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus, les Michaud Bellaire, plein de gens ont écrit en disant là, il vaut mieux éviter de trop toucher, il y a des droits anciens d'eau et autres. Et de peuplement, je pense qu'ils ont, pour fixer des gens dans les campagnes, on a déclaré collectives des portions de terre. Il y avait des guiches qui étaient des terres qui étaient à l'État, enfin au Marzen, qu'ils donnaient en concession à des gens qui devaient un service militaire en échange. C'était le salaire, c'était la rémunération des gens qui fournissaient le service militaire quand on avait besoin d'eux ou de protection d'une ville. Eh bien, il y en a qui ont été constitués en collectif pour fixer les gens, je pense. Et le melk, c'était comment on dit, des échanges de bons procédés avec des amis, avec des gens qui devenaient des notables locaux. Ce n'est pas les vieux notables qui restaient, à qui on donnait. Ils devenaient des notables. Un jour, un bonhomme m'a dit ça. Il m'a dit, mais tu sais comment tous ces gens que tu vois maintenant, ils étaient pauvres avant, mais ils savaient prendre un air intelligent quand venait le colon, et ils se disaient, c'est celui-là que je vais choisir comme ami. Bon. Et Guiche et Habous, c'était des statuts négligeables, donc il y avait 3 raisons d'avoir fixé ces statuts. Le melk, pour asseoir des émergents marocains, qui garantissaient la poursuite, et on créait des colons marocains, enfin des Marocains modernes et autres. Le collectif pour le peuplement, le domanial, c'est ihtiyat, c'est, comment on dit, une réserve. Ouais. Et comment ça a évolué? Le melk, donc, a grandi, je vous l'ai dit, par achat à la veille de la légalisation des récupérations, de grands, de moyens et de petits. On pouvait être un ouvrier qui avait su être l'homme de confiance du colon et qui a eu des terres irriguées dans l'Oulja maraîchère et autres. Le domanial, donc, a été diminué par des fuites. Et c'était celle-là l'anecdote. C'est comment le projet SBOU, qui était le projet intégré pilote,
fondé sur l'irrigation, le projet intégré qui assurait le miracle marocain par l'irrigation, par la modernisation des cultures, des techniques. Les pauvres agro-économistes, agro-sociologues, agronomes avaient fait tout le plan sur une surface qui allait être récupérée. Le 1er mars 1967 a commencé ce travail euphorique de mise en place de ce qui allait être le progrès. Le 1er mars 1968, on a fermé les portes du projet SBOU et ils se sont aperçus qu'il leur restait la moitié des terres. Tu te rappelles, Anne-Marie? Et elles avaient fui les terres. Et c'était légitime. C'était monsieur machin et monsieur machin, de toute façon. Bon. Et puis, une autre partie de ce domaine privé de l'État a été mise en coopérative de la réforme agraire, avec obligation de rester dans la coopérative pour pouvoir, au terme du paiement des annuités de melkisation, d'achat, pour pouvoir devenir propriétaire. Ces coopératives, elles ont eu suivi des devenirs remarquables aussi, parce qu'il y a eu vente des lots collectifs, il y a eu gel des lots collectifs à l'occasion du PPP, il y a eu cession de lots, et celles qui sont restées des coopératives et qui tiennent le coup, c'est celles qui se sont converties dans l'élevage, dans quelque chose qui est un peu hors sol. Bon, c'est pourquoi je vous dis ça. Ça a l'air complètement désordre, et c'est désordre. Mais en fait, il semble que 10 hectares en non irrigué, 5 hectares en irrigué, c'est plus une surface viable si on ne fait pas autre chose au Maroc. Le domaine forestier, alors le domanial, continuons sur le domanial, une autre partie a été aménagée par l'État. Ça a commencé dans les années 80 avec les rampes pivots. Les rampes pivots, l'État aménage des 1200 et des 2000 hectares qui sont soit des terres domaniales, soit des terres collectives. Je parle du statut, soit des terres collectives. Et il les donne en concession à des entrepreneurs. Mais c'est l'État qui investit, je vous signale, c'est l'État qui investit. Et ces entrepreneurs irriguent et devaient produire du maïs fourragé et du blé tendre. Et c'était garanti, c'était beau, 120 quintaux à l'hectare. Au bout de 5 ans, déjà, on était à 60 quintaux à l'hectare. Et nous, on avait étudié au bout de 5 ans. J'avais mis un étudiant là-dessus. Qui était gagnant? Qui était le plus gagnant entre le collectiviste qui donnait la terre qu'on avait identifiée comme étant sa part du collectif, l'État qui aménageait et qui donnait en concession, le concessionnaire, le marchand d'intrants et de machines, ou l'écologie, ou le long terme. Qui était le gagnant? Eh bien, jusqu'à nouvel ordre, je ne pourrais pas prouver que ce n'était pas, parce qu'on a prouvé que c'était, à l'époque, l'ayant droit qui touchait une rente sur une terre qui était aride, c'est là où il y a les tirs. Ah, c'est là où il y a les tiretés, là. C'est dans la zone... Non, excusez-moi. C'est dans la zone en tireté, dans la zone aride, au nord de Marrakech, chez les Hamna, et puis dans la zone aride, à Tsaourirt, dans le nord-est. Eh bien, là, les gens, ils faisaient des sous-solages à 50 cm tous les ans. Ils mettaient des engrais à mourir et ils irriguaient toute l'année sous leur pivot. Parce que ce miracle de l'économie d'eau, là, les plans nationaux d'économie d'eau, c'est de l'irrigation continue. Irrigation continue et grand lessivage au mois d'août. Vous êtes obligés
de faire votre lessivage. Et on ne la compte pas, hein, cette eau du lessivage, elle n'est pas dans les rapports, en plus. Bon, donc, ça a commencé avec les rames pivots, qui ont été abandonnés au bout de quelques temps. Ça a été relayé par l'irrigation localisée, le goutte à goutte. Pour le statut collectif, je vous dis, ça a évolué vers le don en location, sous contrôle de l'État pour qu'il n'y ait pas d'abus. Pour le forestier, ça a été préservé jusqu'à cette année, parce que cette année, on lance une nouvelle stratégie forestière au Maroc, alors que la précédente n'a même pas été... La réalisation de la précédente n'est pas achevée. Mais on lance une nouvelle stratégie forestière. Alors c'est une question que je vous pose, et puis après vous me direz si vous voyez ce que j'ai entrevu et que personne ne m'a contredit comme objectif. C'est trop évident à mon avis qu'on lance soudain une nouvelle stratégie forestière dans un pays où il y a du cèdre, dans un pays où il y a de l'arganier, dans un pays où il y a du thuya. Bon, le chêne-liège, il est mort. Mais partout, hein, c'est une espèce en fin de vie. Donc, maintenant, ne regardez pas tant les flèches et la légende, regardez que en 1931-1934, la céréaliculture commençait à gagner. En 2016, 2017, 2018, tout ce qui est en rouge, c'est de l'élevage intensif et c'est de la grande irrigation. Tout ce qui est en vert, parce que ça c'était une carte que je faisais pour les éleveurs, mais vous voyez l'intensification des cultures et de l'élevage, vous la voyez ici. Tout ce qui est en vert, aujourd'hui, c'est ponctué de périmètres de cultures maraîchères, de cultures fruitières irriguées, d'arboriculture irriguée et d'élevage intensif. Élevage intensif, laitier et viande. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la terre, donc on parle de foncier, on parle de terre, et la terre, il y a eu le grand débat parce qu'il y a eu 3 débats, à mon avis, qui se sont succédés, du moins au Maroc. Premier débat, c'est l'éternel débat. La terre, moyen de production, la terre, lieu de production, la terre capitale. Apparemment, ce débat n'a plus lieu d'être aujourd'hui, grâce à vous les agronomes et tous les scientifiques. La terre n'est plus qu'un site, un lieu, un espace, et on lui fabrique des formules techniques de production n'importe où, coûte que coûte au sens fort du terme. Coûte que coûte, ça veut dire à court terme, non? Vous êtes d'accord ou bien? Parce que vous avez l'air dégoûté plus que ni choqué ni rien. Est-ce que vous pensez que j'exagère ou que c'est faux quand je dis la terre n'est plus une ressource? La terre est un lieu, un espace, une surface. Ce qui est une ressource, c'est l'eau. Ce qui se joue, ce qui se négocie, c'est l'eau. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, la phrase clé, là, vos phrases à vous, c'est de vous. Les modèles intensifs d'exploitation de ces réserves fondés sur une mobilisation croissante des ressources en eau et en sol se réalisent sans prendre en considération la question de la préservation des ressources rares et non reproductibles. Au Maroc, les politiques de développement agricole et rural sont fondamentalement, résolument,
de façon très bien expliquée, de façon très détaillée, orientée selon 3 principes. Mais détaillée, expliquée, résolue et fondamentale, parallèlement. Premier principe, premier fondement, développement durable, respectueux de la nature. Deuxième principe, équité socio-économique en insistant sur la promotion et l'émergence de la femme et des jeunes. Troisième, augmentation des profits par une croissance productiviste. Ces 3 grandes lignes, très impressionnantes pour toutes les personnes qui se mettent à travailler, parce qu'une fois qu'ils ont commencé à travailler, ils ne sont plus impressionnés, je crois, au Maroc. Alors, je dis le miracle agricole marocain du début à la fin du XXe siècle. Histoire de la grande propriété foncière et de la grande exploitation agricole au cours des siècles. Bon, avant le protectorat, c'était aléatoire, on donnait la concession de grands domaines, on pouvait être destitué, il pouvait ne pas y avoir de pluie. Et ce qu'il y avait de bien, c'est que quand il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de récolte. Quand il n'y avait pas de récolte, il y avait affaiblissement des gens. Il y avait des épidémies qui venaient. Tout le monde mourait, y compris le marabit ou le shérif. Tout le monde mourait. Il n'était pas épargné. Enfin, le grand concessionnaire, le grand propriétaire pouvait mourir lui aussi. Donc l'aléa et les oscillations étaient la règle, me semble-t-il. Pendant le protectorat, colonisation officielle, colonisation privée, les agriculteurs marocains modernes, et à l'indépendance, plan de développement sectoriel et plan de développement intégré régionaux. Bon. Et puis, alors, dans les années 80, 84 déjà, c'était évident qu'on voyait 2 agricultures au Maroc qui étaient suivies selon 2 logiques. Une, la céréaliculture. La céréaliculture, ciment de la nation, avec l'opération labour, avec les tracteurs, avec l'élargissement, l'expansion de la céréale, où on mettait à contribution les ruraux, les agriculteurs locaux, en leur disant vous êtes des patriotes, vous allez assurer la sécurité alimentaire de toute la nation. Donc ils faisaient un travail national. C'était cette époque-là qu'il y avait la participative en fait. 87, ça devient des clients de produits, les agriculteurs. Quand on leur fait la participative, c'est du Tupperware des techniques agricoles en fait. Donc, 2007, c'est là qu'on peut parler du miracle marocain. 2007, le plan Maroc vert. Le plan Maroc vert, c'est lui qui est la grande parallèle là, par rapport à l'éthique et par rapport à l'écologie. Le plan Maroc vert, encouragement aux cultures hautement rémunératrices et à l'élevage hautement rémunérateur. Je vais vous dire comment. Donc l'agriculture est hautement encouragée. Au nom de quoi cette politique d'augmentation des profits par une croissance productiviste? Au nom de la sécurité alimentaire, au nom de la création de richesses, au nom de la création d'emplois. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on parle de réchauffement climatique, on parle de lutte contre la désertification, d'avancée du désert, d'avancée des sables. C'est le désert qui avance ou c'est l'agriculture qui avance vers le désert? C'est une évidence, à mon avis. Soit je suis très vieille et je vois les choses de façon simpliste, soit c'est évident qu'on avance vers le désert. Donc je vous dis, 14 000 hectares de palmiers Mejhoul plantés en zone aride entre le Tafilelt et la frontière avec l'Algérie et Boudnib. 14 000 hectares.
c'est la première fois qu'on voit que l'AFD leur a dit, s'il vous plaît, ne faites pas vos 14 000 hectares d'un coup, c'est un peu risqué quand même, faites 4 000 seulement. C'est la première fois qu'on voit les ingénieurs de l'INRA leur dire, ne faites pas que de la mejhoul, elle est trop fragile, s'il vous plaît, on la mélange avec de la nejda qu'on a créée et qui a une peau plus dure et qui est moins sucrée. Non. Monsieur Machin, il a eu 4 000. Monsieur Truc, il a eu 3 000. L'autre, il a eu 2 000. Un autre me dit, un petit bonhomme local, moi je suis un pauvre petit agriculteur, j'ai que 400. Bon, le long d'une route ouest-est, à côté de petites oasis minuscules. Et alors, c'est sur une nappe, c'est là que je vous dis, moi je considère que c'est du pluvial. C'est sur une nappe très superficielle, qui dépend des pluies, qui n'est sous aucun apport, ni superficielle, ni tectonique d'eau pour réalimenter la nappe. Et on voit partout, à Guelmim, les tomates et les haricots verts. On voit à Boudnib les palmiers. On voit dans le Jbel Sahro, le pommier. On voit à Zeidamid, pas dans le Nzgmir, pas le long de l'Oued, dans des plaines. Le pommier, eh bien, une année, ça donne. 4-5 années, ça ne donne pas. Pour pouvoir continuer à faire de l'agriculture, en Tunisie, pareil, hein, dans la Tunisie centrale, il faut qu'on ait une bonne inondation tous les 10 ans. Mais une inondation meurtrière et tout, hein, qui tue aussi les oliviers d'ailleurs, mais on récupère et on peut irriguer. Qu'est-ce que ça veut dire on récupère, on peut irriguer? Ça veut dire on peut continuer à avoir de la rémunération. Mais au Maroc, ça se passe un peu différemment même de ce qui se passe en Tunisie. Vous allez voir pourquoi. Alors l'avancée vers l'aride. Je vous présente vite, 3 cas. Sur les ouljas côtières, sur la côte là, qui est en vert dans ce vieux temps, qui est en rouge et vert dans ce nouveau temps, entre Rabat, Kenitra et Asfi. Donc toute la côte où il y a minimum moyen des températures du mois le plus froid supérieures à 7 degrés. Donc on peut faire du maraîchage tranquille, mais où on s'est mis un jour la BAD et la Banque mondiale, on dit on les aide, on les encourage, comme c'est beau tout ce maraîchage qui a commencé dans les années 30, qui s'est intensifié en 54 avec la tomate encore. C'était de primeur en contre-saison, au point que les jeunes Marocains, aujourd'hui, ça se nettoie à cause des massacres et des faillites, mais pensez que, et il y en a beaucoup qui pensent encore, la carotte, c'est un légume de juillet, la tomate et la fraise, c'est janvier. Et quand je vais acheter des framboises ou des fraises, on me dit c'est juin, c'est fini, la saison est finie, il n'y a plus. Alors j'achète vite, je fais des confitures vite, et je sais qu'entre juin et janvier, il n'y en aura pas. Et donc, Walidia, ça a été aide financière, pas seulement à des grands, à des gens qui avaient 1,5 hectare. L'unité de Rabat, une unité de maraîchage là-bas, c'est 1 rabat par hectare. Et donc, on les a encouragés. Ils ont acheté les serres, ils ont acheté les gouttes à gouttes, ils ont tout acheté. 1992, chaque fois j'ai la chance de mettre un étudiant au moment des grandes faillites. 1992, le biseau salé, il a tout salé, toute la nappe, il n'y a plus d'eau. Le quoi? Le biseau salé, la mer rentre parce que tu es sur la côte. Deuxième, les emprunts, parce qu'en 79 ils ont commencé, et en 85 ils ont dit comme c'est beau, allez on leur renouvelle. Faillite financière, emprunt sur emprunt à des tout petits et à des grands. Les grands, ils s'en sortaient en ne payant pas leur électricité, les petits, ils avaient de la main-d'œuvre familiale, mais c'était dur quand même. 92, faillite totale, échec, assèchement total, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'argent, et ils ont été s'employer comme ouvriers agricoles à droite à gauche, ils se sont mis à faire de la vente, de la collecte de légumes, ils s'en sont sortis. C'est là qu'on pouvait dire, vous voyez comme c'est bien d'être petit, on est plus productif, parce qu'on est intensif, on ne dit pas au prix de main-d'œuvre.
non rémunérés, alors qu'on prône la libération de la femme, des jeunes et de tout le monde par l'entrée dans l'économie de marché. Donc si on a de la main-d'œuvre pas rémunérée, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est un crime contre sa femme et ses enfants de les employer? J'avais un garçon là, il prenait en location ce qu'il trouvait, entre 4 et 10 hectares, il faisait travailler ses 9 frères et sœurs et leur famille. Et il vendait ses haricots verts extra fins. Bon, alors, là, on assiste, je vous présente le cas d'une faillite, d'un échec qui ressuscite un peu par des cultures irriguées de saison, plus ou moins. Deuxième, le Souss, 1950, 1970, 1983, 2000 ceci et 2000 cela. Alerte de toutes les instances, de la FAO et de tout le monde, arrêtez l'exploitation du Souss, arrêtez l'expansion, arrêtez l'intensification, il n'y a plus d'eau. En 70, on a dit c'est fini, il n'y a plus d'eau. Recommandations dans les textes officiels qui sont publiés, donc je cite des publications qui existent sur le marché. Il n'y a plus d'eau, mais ça ne fait rien, on continue, c'est en 75 qu'ils avaient écrit ça. On continue parce qu'on va créer de la richesse et qu'avec cette richesse, on va aménager des barrages pour réalimenter la nappe. Et on va reprendre l'eau de la montagne, parce que la grande crainte et la grande folie de vous autres les ingénieurs, qui êtes crédules tout de même, c'est, vous vous rendez compte combien d'eau part à la mer? Il faut la bloquer. Arbat, arbat, arbat. Mais vous empêchez l'eau d'aller à la mer et maintenant vous la dessalez et vous lui rejetez du sel. Quelles vont être les conséquences à terme de votre dessalement qui accumule du sel? Je suis pas agronome, hein. C'est pour ça que je me permets de dire. Donc le Souss, ça se continue, ça s'étend, ça s'aggrave, ça s'approfondit. Et quel est le mot qu'on nous dit quand nous faisons nos rapports et qu'on fait des constats avec des hydrogéologues, avec des économistes, avec moi qui regarde et qui demande « Ne me touchez pas à mon pilier 1 ». Plan Maroc vert est divisé en un pilier 1, la production, et après ils ont furtivement rajouté un pilier 2, économie sociale et solidaire, agriculture sociale et solidaire. Des petits rajouts, des petits projets, des petits n'importe quoi et rien, et la valorisation par le label et la valorisation par la reconnaissance du local, le miracle de on vous valorise moralement et internationalement et on vous valorise financièrement. Mais comment ça se fait que j'arrive pas à vendre? Mon miel, on m'a dit que c'était le meilleur du monde, mais on a dit ça dans les vallées de Bulgarie et dans les vallées d'Espagne et d'ailleurs. Le meilleur miel du monde dans chaque vallée de chaque pays du monde. C'est drôle, j'ai que des problèmes de commercialisation. Mais mon produit est tellement beau et bon. Bon, ça c'est social et solidaire. Et ça s'appelle plus social et solidaire, ça s'appelle circulaire. Et bon. Et le house, on est au même plancher de la nappe, mais où Madame Machin et Madame Machin ont l'autorisation et le droit de creuser encore 3 puits à 170 mètres. C'est beaucoup 170 mètres au Maroc. C'est pas comme en Libye, Tunisie ou Algérie où on doit aller à 3000 mètres avec l'eau chaude et tout. C'est là, c'est dans le house qu'ils nous ont dit ne nous touchez pas à notre pilier 1. Vous n'avez qu'à inventer des petits trucs de pilier 2. Alors moi je vais vous dire les piliers, les vrais piliers que je connais, les 5 piliers de l'investissement dans l'agriculture. Les 5 piliers de l'investissement dans l'agriculture au Maroc. Premièrement, PPP, terre gratuite, enfin un loyer microscopique. Terre gratuite presque. Deuxième pilier, ouverture des portes des banques. Alors c'est la théorie trumpiste, là, quand il n'était pas président. Je me suis en dette pour que la banque
ne puisse plus m'exiger de remboursement, là, parce qu'elle serait perdante. Donc, deuxième, prêt bancaire. Troisième, tawidat. Tout est subventionné. Tout est subventionné. L'aménagement, l'équipement, tout. Quatrième, dame, je suis un patriote. Je verdis le pays. On me paye des encouragements encore. On me donne des facilités et facilitations. Cinquième, depuis 2000, aucun agriculteur ne paye d'impôts, parce que les pauvres petits, les pauvres, ils ne pourraient pas payer, alors que jamais les petits n'avaient payé d'impôts. Ils étaient sous. Donc je ne paye pas d'impôts. Et sixième, on leur a inventé l'assurance sécheresse. Ça veut dire je sème sur ce lino. Au bout de 3 mois, je dis la sécheresse m'a vaincu. Donnez-moi mes... Donc ça, c'est les 5 piliers, ça c'est moi, toute seule. Les 5 piliers de l'investissement dans l'agriculture au Maroc. Et alors mes collègues naïfs et gentils, agronomes et tout, ils disent peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être qu'il faut leur faire des formations. Je dis mais non, ils savent mieux que toi. Dans 5 ans, il sera rentré dans tous ses frais, le peu de frais qu'il a engagés, et il va repartir ailleurs. En Côte d'Ivoire, 15 000 hectares de rizières. C'est dans la presse officielle. Je n'ai pas inventé. 15 000 hectares de rizières d'un grand entrepreneur marocain de travaux publics et de bâtiments. Mine d'or en Guinée, mine d'or au Soudan, etc. Donc land grabbing à l'export et land grabbing local. Développement durable respectueux de la nature. Il y a des fermes bio qui se créent, c'est des ingénieurs, informaticiens et autres, qui achètent ou qui prennent en location 3-4 hectares près de leur ville et qui font une petite ferme. Et c'est très bien, tu sais, j'ai la cesse, j'ai le gardien, et je le paye plus que le SMIC. Parce qu'il me fait le travail, il m'entretient la ferme, et lui et sa famille aussi. Néo-Khammes. Enfin, moi je dis Néo-Khammes, je ne leur dis pas, parce qu'ils me font de la peine. Alors, est-ce que tu ne penses... Tu n'as pas compris? J'ai un gardien. Néo-Khammes, j'ai dit. Néo-Khammes, c'est le quintonnier. Tu payes un bonhomme pour le travail de toute sa famille. Et tu auras dit, toi qui connais les paysans, tu ne peux pas nous amener pour qu'on forme les paysans à faire du bio? On commentera si vous me posez des questions. Si vous ne me posez pas, c'est que vous avez bien vu. Équité socio-économique. Alors ma question c'est, existe-t-il toujours, c'est ma fin de 5 minutes, existe-t-il toujours une paysannerie au Maroc où considère-t-on les ruraux ayant des revenus faibles comme des paysans? Mais en fait c'est des ruraux qui ont... Vous savez qu'est-ce qui a assuré? Il y a deux niveaux, 2 planches là, de salut. La première, ça a été l'économie parallèle, mais quand on dit économie parallèle, c'est la contrebande et les stupéfiants, qui ont permis le maintien de gens, et maintenant qu'ils essayent d'arracher, ça crée le Hirak de Hoceima, de Gerada, c'est que dans les régions frontalières. En Tunisie, pareil, hein, qu'est-ce qui bouge? C'est les régions frontalières. C'est eux dont les pouvoirs d'achat ont été descendus, démolis. Et après, bon, ça peut être des minorités éclairées qui éclaireraient les autres, je ne sais pas. Et alors, deuxième plateforme, ça a été la création des grandes fermes. Depuis qu'a été lancée l'agriculture avec des techniques plus performantes, plus efficaces, les gens travaillent comme... Alors avant c'était comme saisonniers, aujourd'hui ils ont du travail toute l'année. Et des douars se créent et ils vont vivre dans des banlieues de villes un peu éloignées. À Tiznit, qui est une ville à 80 km de Agadir, à une quarantaine de kilomètres de Stouka, où il y a plein de serres qui sont nées depuis les années 90 et 2000, il y a à Tiznit un village où vont tous les matins et où retournent tous les soirs 50 fois 10. 10 camions et autocars pour aller chercher les ouvriers et les amener à Belfer, dans les serres, tous les jours de toutes les années.
Et donc, ces ruraux ont-ils la capacité d'aspirer à accéder à des terres de culture et à des ressources en eau avec des moyens financiers de quelle origine? Alors, ce que j'ai pu constater, surtout l'année dernière, j'ai été dans plein d'endroits, c'est que les personnes qui font la vérité de l'agriculture marocaine, ce sont des locataires, des preneurs à part du produit et des concessionnaires en PPP. C'est eux qui font l'agriculture. Et celui qui a une grande terre la laisse en déshérence, il y a des problèmes entre les héritiers, ou alors ils ont tous été étudier quelque chose et fait autre chose, et ça ne les intéresse plus, et leur honneur, ils le mettent ailleurs. Il y a des grands qui sont ces gens qui ont 300 hectares et 1000 hectares et autres, en PPP. Il y a des moyens dans le RARB, c'est tous des locataires. Les ayants droit, ils ont un khaddam, ils ont 1/10 d'hectare, 2/10 d'hectare, et ils donnent, et c'est concentré par des gens qui disent « je suis venu de là, et je suis très fier de faire de l'agriculture, il n'y a que moi qui sais, eux, ils ne savent même pas. » Parce que c'était des anciens bergers, des hadir. Donc, c'est aujourd'hui, et on revient à la terre, et c'est pour ça que je disais la terre est un lieu et un espace, et non pas une ressource, et le décideur n'est pas le propriétaire ou l'ayant droit. Le décideur de quoi? Du dialogue avec les gens qui veulent une atténuation de la pression sur la terre. C'est avec les locataires qu'il faut discuter. Et quand on fait des contrats de nappe, on dit non, 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 c'est les ayants droit et les propriétaires qui sont les répondants. C'est avec eux qu'on signe. Et M. Machet, il continue à creuser ses puits, il lui vivifie sa terre et il augmente la valeur de la terre qu'il prend en location à un loyer dérisoire. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que ce que j'imagine, tu me donnes encore 2 minutes pour que je dise ce que j'imagine, que j'ai imaginé sur ce que j'ai vu en Tunisie et que je revérifie au Maroc. Ce que je crois, c'est que existe une petite paysannerie ou une petite post-paysannerie selon les lieux, ou post-pasto, devenu paysan. Alors, ce que je crois, c'est que il y a des petits paysans, je pense au nord-est de la Tunisie, je pense au Maroc, aux gens qui font pas des mohaverat, qui font pas des cultures de cannabis, qui ont 800 mètres carrés, 500 mètres carrés, un petit hectare. Ces gens-là, en fait, ils constituent le tissu social rural. Et ils font une petite agriculture. Par qui sont-ils? Alors on dit, ah, on va les encadrer, on va leur apprendre. Voilà. Qui est-ce qui les encadre? C'est les petits collecteurs locaux, qui sont considérés comme des prédateurs, comme des intermédiaires voleurs, augmentateurs des prix. Mais qui c'est ces voleurs? C'est leurs fils, c'est leurs petits frères. Et alors on va couper au nom de la femme, on va couper une famille en 1000 morceaux et on va légitimiser son fils. Non, 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 c'est pas les collecteurs qui vont ramasser les amendes, c'est les femmes toutes seules qui vont, elles, faire une coopérative de collecte de leurs amendes. Et elles vont avoir les machines à écaler qui leur viennent de l'Espagne. Elles restent à la commune, parce qu'en plus, elles ne sont pas très précises, elles écrabouillent l'amende. Elles la concassent au lieu de l'écaler. D'ailleurs, ça s'appelle des concasseuses, c'est bien fait pour eux. Et on a des preuves, aujourd'hui, elles sont en route, les preuves. On a dit, la femme, bon, laissons les fraises. Et parlons de Argan. L'arganerie, la valorisation locale, petite production, mise des femmes en coopérative, le local, les savoirs locaux. Mais ça ne peut pas marcher parce qu'elle est périssable, cette huile, et puis il n'y a pas... La production ne suit pas la demande. Alors on va leur faire des machines. Alors on leur met des machines à écaler. Non, à écaler, non, c'est des femmes qui écalent à la main. Des machines à triturer. Bon. C'est très bien, il y a les coopératives, vous connaissez ce miracle, vous l'avez lu partout. Qu'est-il en train de se passer? Nouvelle stratégie forestière et nouvelle loi sur nouvelles dispositions. C'est des mesures, des lois
création de la fédération des ayants droit producteurs, transformateurs, commercialisateurs et exportateurs de produits de l'art gagné. Bien. Juin 2017. Loi. Ne peut, alors la création de la fédération, ne peut avoir droit à l'exportation que celui qui produit au moins 60% de la production totale. Au-dessous de 60%, on ne peut pas. Ah. Et moralisation et rationalisation de la filière. Organisation des producteurs qui livrent à Fiège, qui livrent les noix d'argan à qui? Eh bien, bon, en privé, hein, ils le livrent en privé. Les coopératives d'huile ne vont plus être que des coopératives d'écalage. Et elles vont vendre elles vont vendre les amandes à ces gros transformateurs. Eh bien, il y a un risque de qualité, d'hygiène et de normes du commerce international, puisque il va y avoir de la moisissure, il va y avoir des tas de saletés en cours de transfert. Bon. On est obligé de s'arrêter. Fin. Si tu veux quelques questions. Oui, aussi, il y a des questions, mais il n'y a pas, je crois que... On a environ 15 minutes. Comment ils ont pu trouver sur quoi poser des questions dans cette confiture? Qui a des questions? Monsieur Jean-Philippe Collin, vous avez la parole. Non, il va dire du mal, j'espère. Il faut pas. Non, c'est pas une question, non, c'est plutôt un commentaire. C'est juste pour souligner le fait que... Bien aimé l'expression, c'est les locataires qui font l'agriculture. Oui. Et c'est de notre point de vue, quand je dis nous, c'est le groupuscule dans lequel je travaille en Algérie, c'est le même constat. Le rôle dynamisant des locataires, type agriculture familiale ou type petits entrepreneurs agricoles, dans la dynamisation de toute l'agriculture dans les zones arides. Joue un rôle de vecteur dans le transfert de technologie, dans le développement de clusters dans certaines régions, etc. Donc c'est simplement pour souligner la convergence avec d'autres contextes nord-africains. D'autres questions? Pour faciliter la comparaison un petit peu avec l'Algérie, je voudrais... Non, je ne me rappelle plus quelles sont la part de l'agriculture dans le PIB et l'augmentation de la population, le taux d'accroissement de la population actuellement. Est-ce que c'est des chiffres comparables à ceux de l'Algérie ou non? D'abord, je suis nulle en chiffres, mais je vais te les chercher d'ici tout à l'heure, d'ici la discussion générale. Je les ai en plus, mais je n'ai pas regardé parce que je ne sais pas lire les chiffres. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on encourage l'agriculture qui part de la parcelle à l'export directement. Terre-là va devenir le grand grenier maraîcher du Maroc. Sans commentaire. Mais c'est aléatoire en plus. Ah ça, l'emploi, c'est sûr. Oui, oui. En parlant sans micro, en fait, ça échappera complètement. Donc on va entendre un peu. Non, on entend ce qu'il dit. Non, mais pour le film. Ah, d'accord. Mélanie Riquet-Desjardins a la parole. Elle a posé une question. Vas-y. Oui, j'ai une question. Vous avez parlé de la stratégie forestière et vous nous avez mis l'eau à la bouche, mais j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur cette rupture par rapport à l'ancienne stratégie. Oui, voilà. La stratégie forestière, apparemment, et sans que ce soit déclaré, déjà le haut-commissaire aux forêts n'a pas présidé la réunion d'inauguration de lancement, mais il continue à travailler. Et apparemment, c'est pour pouvoir réformer la loi pour faire des PPP en forêt. Je l'ai dit à tous les forestiers, aucun ne m'a dit arrête de dire du mal. 4 secondes. Non, Jeanne.
Tu dis la petite paysannerie, c'est le tissu rural. C'est le tissu ouais. Social rural. Est-ce que bon, y a, je sais qu'au Maroc, enfin, il y a plein de petits éleveurs de bovins laitiers. C'est la majorité, la collecte, c'est ça. Ça veut dire 80 ou 90% de la collecte de lait pour les centrales laitières, c'est des petits céréaliers. Quand tu parcours le Maroc, c'est plein de petits éleveurs aussi. C'est pas uniquement le tissu rural, c'est aussi une activité productive. Tu as des centaines de milliers de ménages qui fonctionnent encore. Et c'est pas uniquement... Ce ne sont pas des agriculteurs de façon centrale. Ce sont des personnes qui travaillent dans des fermes, travaillent dans l'industrie quand ils ne sont pas loin des villes, travaillent à ceci, à cela, font du commerce de ceci et de cela. Et quand il y a une personne qui n'a pas d'emploi dans la famille, c'est soit la mère, soit un frère, ils s'occupent de faire des radis, ça c'est surtout dans le nord-est de la Tunisie, les radis, je ne sais pas pourquoi des radis. Ils s'occupent de faire du petit maraîchage, qui les oriente, qui les encadre, les collecteurs locaux, qui ont d'autres activités aussi. Ils fabriquent des caisses, des palettes pour les fraises et tout. Et donc, c'est le maintien de ruraux dans les campagnes grâce à une petite production pour le marché le plus proche. D'accord. C'est pas la pluriactivité qui a toujours existé. C'est une agriculture d'opportunité. On fait du lait quand la vache coûte pas trop cher. On la revend et on fait un peu de carottes. On fait une agriculture de conjoncture sur 500 mètres carrés. Tu vas pas vivre de ça. Et les fermes représentatives et modèles et exemplaires de la famille moyenne marocaine sur 2 hectares, en autarcie, c'est ce que font nos amis bio là. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Comment ils vont payer l'école de leurs gamins? Je ne sais pas trop. Et ils ne se demandent pas trop parce que... Tu vois pourquoi je dis, existe cette agriculture paysanne, mais elle est lâchée pour quelque chose d'autre. Elle est non, elle n'est pas marginale. Elle est très mobile. La spéculation change selon les opportunités du moment local. Oui. Alors, monsieur Omar Bessaoud est en train de dire que le grand changement, c'est le salariat féminin. Oui, le salariat féminin, c'est une des questions, et il a raison ce monsieur, parce que c'est une des questions, c'est un des cas de conscience déchirant pour vous autres, parce que... Pour vous autres, agronomes ou messieurs? Non, ni agronome ni messieurs. Généreux. Généreux. Le travail des femmes est-il différent du travail des hommes? Ça veut dire, si j'envoie des femmes travailler en étant salariées, alors qu'aujourd'hui je prône le travail familial et la permaculture avec mobilisation de gens qui ne sont pas rémunérés, et c'est déchirant parce que ça pose la question, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Est-ce que l'émancipation, c'est plus de confort, c'est plus de travail, c'est plus de salariat? On crie aujourd'hui au scandale qui a été dévoilé très récemment, les viols d'ouvrières agricoles en Espagne. Il y a toujours eu des viols de bergères, des viols de ceci et de cela. Et puis il y a toujours eu, je ne minimise pas, mais je dis soudain, on met l'éclairage sur ça, et c'est très bien de mettre l'éclairage sur ça, mais vous voulez que les femmes aient leur part d'apport monétaire au ménage. Au Maroc, une loi, me semble-t-il, a créé, à asseoir, c'est au Maroc, ce n'est pas par une indépendance économique que l'on doit faire le bien des femmes, c'est par une décision très résolue de rentrer avec des tanks dans le statut juridique et social des femmes.
La preuve, c'est que la Moudawana des années 90, elle ne peut pas être mise en application parce que le juge ou le notaire dit « ça ne se fait pas chez nous, ça ». Et l'autre, il dit « chez nous, les filles, elles n'ont pas d'héritage parce qu'on fait « hubus an dokor », limité au mâle. Parce que la fille, je vais la donner à un arabe et l'arabe, il va m'emporter une part du collectif. Ma fille, je vais la marier à un ayant droit et il aura 2 parts. Ma fille, je vais la marier à un étranger, il va entrer dans la communauté. Bon, personne. Alors, il y a une dame qui s'est attaquée à ça, elle est ultra musulmane et tout. Hein. Elle a fait des livres, elle est pour l'héritage, elle est pour ci et pour ça. Ils l'ont exclue de l'association pas des ulama, de l'association de Dar al-Fiqh, je ne sais plus. C'est très balbutiant, très débutant, on n'est pas encore à la chance que nous avons en Tunisie, disons. Mais tout de même, tu dois te les poser, toi et tous, vous devez vous les poser, ces questions de quel est le salut et qui donne le salut? Est-ce que nous sommes vraiment des bienfaiteurs éminents? C'est une belle question. Moi, je trouve que c'est haram, quoi, c'est tout. Merci, Jeanne. Les filles, vous me critiquerez à la pause café. À la pause repas. Merci, Jeanne.